Delatte. Christophe Delatte. Une affaire criminelle aujourd'hui qui se déroule pendant la guerre, en 1941, dans le Périgord. Et oui, pendant la guerre, la vie continue. Enfin, en l'occurrence, 3 vies s'arrêtent. Au château d'Escoir, près de Périgueux, un matin, on trouve 3 cadavres. Le châtelain, Georges Girard, sa sœur Amélie et la bonne. Il va y avoir une longue enquête, très longue. Il va y avoir un procès, le tout pendant la guerre. Et un sacré rebondissement à la fin du procès. Et un autre après le procès. C'est une histoire dont on a tous les détails grâce à un remarquable travail réalisé par un ancien commissaire de police qui s'appelle Guy Penaud, historien à 16 heures, qui a publié il y a quelques années aux éditions La Lose le triple crime du château d'Escoir. Et il est là. Bonjour Guy Penaud. Bonjour. Et à tout à l'heure pour débriefer cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Delatte. Si vous passez en Périgord aux prochaines vacances, arrêtez-vous à Escoir. C'est tout près de Périgueux. Et allez passer une nuit au château, ils font chambre d'hôte. C'est un très joli château du 18e, perché au-dessus de la route. Et vous pourrez peut-être demander à dormir dans la chambre du crime. Car au château d'Escoir, pendant la dernière guerre, on a tué 3 fois, à coups de serpe. L'histoire commence le matin du 25 octobre 1941, par des cris, des hurlements de terreur en provenance du château. Au secours! Au secours! Les gardiens du château, les taulus, qui habitent dans le parc, se disent c'est le feu. Victoria! Vas-y donc voir ce qui se passe. La mère Taulu relève ses jupes, elle court jusqu'au château, elle arrive au pied du perron de la cuisine et elle tombe sur le fils des châtelains, Henri, hagard. Oh, Victoria! Venez voir, Victoria, ils sont tous tués. Ils entrent tous les deux, ils vont jusqu'à la chambre du père, Georges Girard. Il est allongé sur le sol dans une mare de sang, en caleçon court, vêtu d'une chemise et d'un pullover. Oh Victoria, voyez mon pauvre père, lui qui était si bon pour moi. Et à côté, il y a le cadavre de la bonne, Louise, qui baigne dans le sang, elle aussi. Venez Victoria, maintenant je vais vous montrer ma tante. Il traverse la salle à manger et il trouve la tante Amélie, étendue sur le plancher, la face contre le sol, la chemise remontée jusqu'aux épaules. Et là encore du sang partout, c'est un massacre. Les 3 cadavres sont couverts de plaies. Et autour, les meubles sont renversés, et les tiroirs arrachés et vidés sur le sol, un capharnaüm, le chaos intégral. Regardez-moi donc ce bordel, Victoria. On dirait que tout a été fouillé. On voit bien que ça a été cambriolé. C'est le père Taulu qui arrive à son tour au château, qui trouve l'arme du crime. Elle est là, par terre, dans la chambre de la bonne. Une serpe. Une serpe avec laquelle le tueur a défoncé le châtelain, la bonne et la tante Amélie. Les corps sont lacérés, il y a des éclaboussures de sang sur les murs. C'est une boucherie. Victoria Taulu, toute secouée, emmène le fiston chez elle. « Venez donc boire un petit café à la maison. Ça vous fera du bien. » Et pendant ce temps-là, le père Taulu court au village prévenir le maire et le docteur. Avec une idée dans la tête. Parce que la serpe, il l'a reconnue. Et pour cause, c'est la sienne. Enfin, c'est celle dont il se sert pour le jardin depuis que des soldats, au début de la guerre, l'ont oubliée au château. Et cette serpe, Henri le fils, est venu la réclamer il y a quelques jours. C'est Victoria qui la lui a donnée. Et il lui a dit, c'est pour ouvrir la serrure d'une porte qui est fermée à clé. Elle lui a demandé quelle porte, et il l'a précisé, la chambre qui est juste après la chambre au rideau rose. Et depuis, cette serpe, il ne l'a pas rendue. Et donc, qu'est-ce qui trotte dans la tête du père Taulu alors qu'il court vers le bourg à toute berzingue? Eh bien que c'est Henri qui a tué son père. Et la tante Amélie est la bonne. Voilà ce qu'il pense.
Et vous voulez que je vous dise? Ça ne l'étonne qu'à moitié, parce que c'est un original, Henri Girard. Un grand original. Et sur qui tombe le père Tolu quand il arrive au bourg d'Escoir? Le maire d'Escoir, Alphonse Palem. Oh, monsieur le maire, c'est terrible, hein? Monsieur Girard, mademoiselle Girard et la bonne, ils sont tous morts. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais chercher le docteur. Le maire, béret vissé sur la tête, se met alors à marcher vers le château. Et très vite, il y a beaucoup de monde derrière lui. La rumeur a fait le tour du village. Quand le maire arrive au château, la scène est surréaliste. Henri, le fils, est sur la terrasse et il fume tranquillement une cigarette. « Vous en voulez une, monsieur le maire ?»« Ah non, ça me fait ça. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé chez vous ?»« Je sais pas. Ils sont tous morts ou tués. Montrez-moi le chemin. » Et là, il voit, le maire. Il voit la boucherie. Et quand il revient dans la cuisine, il surprend le fils Henri en train de boire de l'eau-de-vie à la bouteille, cul sec. Il le regarde. Il n'a pas l'air d'être triste. Il n'a pas l'air secoué. Il n'a pas l'air malheureux. Et d'ailleurs, le voilà qui se met au piano. Remarquez, c'est de circonstance, hein. C'est Tristesse de Chopin. Et que se dit le maire quand il le voit comme ça, assis au piano, avec sa cigarette au coin des lèvres, à quelques mètres du cadavre de son père, de sa tante et de sa bonne? Il se dit qu'il a une tête de coupable. Voilà ce qu'il se dit. Dites donc, monsieur Girard, je m'étonne quand même que vous n'ayez rien entendu. Eh bien, venez. Venez que je vous montre où est ma chambre. Venez avec moi. Voilà. Voilà, ma chambre est là-haut. Comment voulez-vous que j'entende quelque chose? Ah oui. Effectivement. Merci, monsieur Girard. Et là, Henri Girard attrape sa veste et il s'éloigne dans l'allée du château. Vous allez où, monsieur Girard? Je m'en vais téléphoner. Je vais à la poste. Le maire décide alors d'en faire autant, mais lui, c'est les gendarmes qu'il va appeler. Et pendant ce temps-là, devant le château, le père Tolu raconte sa matinée aux villageois médusés. « Oh ben ce matin, je me suis levé à l'aube. J'avais mal dormi. Alors je suis allé faire un tour dans le parc. Et qu'est-ce que je trouve? Un portefeuille, figurez-vous. Par terre, dans le parc. Avec beaucoup d'argent dedans. Et après, je suis rentré. Je me suis recouché. Et puis il y a eu les cris de monsieur Henri. Et voilà. » Les gendarmes débarquent à 14 h. L'autopsie a lieu sur le champ, sur la table de la cuisine. Et le légiste confirme que les trois ont été tués avec la serpe. D'après ce que je vois, le contenu de l'estomac, je pense qu'ils sont morts environ 3 heures après le repas. 3 heures, oui. Renseignement pris, les Girard dînaient toujours à 8 h. Donc on les a tués vers 11 h du soir. Le père Tolu vient raconter aux gendarmes son histoire de serpe. Et il leur remet le portefeuille qui appartient à Georges Girard, le père. Et pendant ce temps-là, Henri est rentré du village, il est là, sur la terrasse, il fait les 400 pas en fumant cigarette sur cigarette. « Monsieur Girard ! Venez, monsieur Girard. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, on voulait vous poser des questions. Vous étiez où, vous, cette nuit ?» Et là, il leur montre la chambre du premier étage, à l'opposé des lieux du crime. Normalement, je dors pas ici, mais... Voyez, ma chambre a été occupée par des réfugiés, des Alsaciens qui ont fui l'avancée allemande. On n'a pas eu le temps de la désinfecter, donc je me suis installé dans cette chambre en premier, le temps de ce séjour à Escoir. On envoie 2 gendarmes gueuler dans les pièces où ont été commis le crime. Et effectivement, de cette chambre au premier étage, on n'entend rien. Et après, de lui-même,
Henri Girard parle de la serpe. Il faut que je vous dise, cette serpe-là, c'est moi qui l'ai empruntée l'autre jour à la mère Tolu. Mais depuis, je m'en suis pas servi. Elle était là, posée. Les gendarmes interrogent aussi les Tolus, les gardiens. Ça voit tout, ça entend tout, des gardiens. Dites-moi, monsieur Tolu, il s'entendait bien, Henri, avec son père et avec sa tante? Oh, madame, non. Pas plus tard qu'en septembre, Henri et sa tante se sont disputés. Elle lui a reproché de vivre à ses clochers, de ne pas travailler. Et avec le père aussi, c'était parfois, comment dire, rugueux, quoi. Ils se criaient dessus. Ils s'entendaient pas, non? Et donc on soumet Henri Girard à un examen médical. Les experts avant l'heure. S'il a vraiment tué 3 personnes à la serpe, il doit y avoir des éclaboussures de sang sur lui et sur ses vêtements. Forcément. Un médecin l'examine sous toutes les coutures. Et il ne trouve pas une goutte de sang. Rien. Mais il a pu se laver. En revanche, il trouve sur la paume de sa main une légère ecchymose qui correspond très exactement à la forme du manche de la serpe qui a servi à tuer. Il est peut-être temps que je vous raconte qui est cet Henri Girard. Ce qui ne va pas arranger les affaires d'Henri, c'est sa réputation. Car du haut de ses 24 ans, c'est un étrange garçon. D'abord, en principe, il vit à Paris. Et vu des squares en Périgord, ça suffit à en faire un original. Il s'est marié à 20 ans, contre l'avis de sa famille, mais 4 ans plus tard, il a demandé le divorce. Il veut refaire sa vie avec l'une de ses maîtresses. Il est diplômé en droit, mais il ne travaille pas. Et il mène grand train. Il dépense des sommes ahurissantes en voyages, en filles, en dîners, en soirées. Et qui paye l'addition? Eh bien son père et sa tante. Et d'ailleurs on raconte qu'il y a quelques mois, il a monté une combine incroyable pour leur soutirer de l'argent. Il leur a fait croire qu'il avait été arrêté par la Gestapo et qu'il lui fallait 100 000 francs pour être libéré. Et la tante Amélie, une fois de plus, a payé. Et l'argent est allé droit dans sa poche. Sacré loulou que c'est Henri Girard. À l'époque, on appelle ce genre d'oiseau un désœuvré. Et que le désœuvré se soit transformé en assassin, ma foi, ça ne surprend pas grand monde. Et puis, que faisait-il à Escoir en octobre, les Girard? Henri vit à Paris, la tante Amélie aussi. Et le père vivait à Vichy. Il travaillait pour le maréchal Pétain. En principe, ils ne viennent à Escoir que l'été. C'est Henri qui est arrivé le premier, quelques jours plus tôt. La tante Amélie, qui est vieille fille, est arrivée ensuite pour rendre visite à une amie. Elle a été surprise, d'après ce qu'on dit, de trouver son neveu au château. Et c'est Henri qui a fait venir son père au château en plein mois d'octobre. Et ça, on le sait par un employé de la poste d'Escoir. La veille du meurtre, il a vu Henri venir téléphoner à son père. Et bien sûr, il a tendu l'oreille. La paroi de la cabine est fine. Il a, pour ainsi dire, sommé, je dirais sommé son père de venir illico. Je l'ai entendu le supplier. Et le père est venu le soir même, Vichy, Escoir. Et maintenant, il est mort. Ça ressemble à un traquenard. Henri réunit toute la famille au château et il les tue. Et pourquoi? Eh bien pour hériter de son père et de sa tante. La tante est vieille fille, elle n'a pas d'enfant. S'il la tue en même temps que son père, eh bien c'est lui qui hérite de tout. Du château, des appartements qu'ils ont à Paris, de l'argent sur les comptes en banque, tout. C'est peut-être ça le mobile. Hériter. Hériter pour poursuivre sa vie de patachon, ça se tient. Et pourtant il nie. Il nie avec vigueur. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement contre lui à ce stade? D'abord, il y a cette marque qu'il a au creux de la paume de la main. Et puis le fait que l'arme du crime, la serpe, ait été en sa possession au moment des meurtres. Et enfin, le fait qu'il n'a pas dormi dans sa chambre.
Il dit que c'est parce qu'elle était sale, ok, mais s'il avait dormi dans sa chambre, sa vraie chambre, juste au-dessus de celle de son père, il aurait entendu les cris. Ils ont dû crier, tous les trois, au moment où le tueur leur a asséné les coups de serpe. Bam, bam, bam. En dormant dans la chambre du premier, est-ce qu'il ne s'est pas forgé un alibi? D'autant que les gendarmes l'ont remarqué, c'est dans cette chambre du premier étage, où il a dormi, que se trouve le compteur électrique du château. Du coup, est-ce que le château était allumé vers 20 heures, au moment des meurtres? On pose la question aux gardiens, les taulus. Ah mais non. À 8 heures, quand je suis sorti dehors, il n'y avait pas de lumière au château. Hein. Le château était dans le noir. Ce qui pourrait donner le scénario suivant. À la fin du repas, Henri Girard coupe l'électricité du château. Et depuis sa chambre et dans le noir, il descend tuer tout le monde. Ensuite, il remet le courant et il fait toute sa mise en scène. Il vide les tiroirs, il sème le bazar dans le château, tout ça pour faire croire à un cambriolage. Ça colle, c'est convaincant. Mais Henri, lui, nie toujours. Et donc on en revient à la marque qu'il a dans la main. Dites-moi, monsieur Girard, vous pourriez la prendre, la serpe là, dans votre main? Voilà, prenez-la. Hein. Serrez bien fort. Quand il ouvre la main, il y a des marques rouges qui se superposent exactement avec les ecchymoses antérieures. Ah mais c'est parce que, avec la serpe, j'ai coupé l'autre jour des arbres, des sapins. Des sapins. C'est nouveau, ça. Au début, il a dit qu'il ne s'en était pas servi. Et la mère Tolu dit qu'il la lui a empruntée pour ouvrir une serrure bloquée. Et cette serpe, justement, les gendarmes ont remarqué qu'elle avait été fraîchement aiguisée. Or, le médecin, quand il a cherché les traces de sang, a trouvé de la limaille de fer sous les ongles d'Henri. Et puis ça va vous amuser, ça. Les villageois ont remarqué que le matin de la découverte des meurtres, Henri avait les cheveux très propres et soyeux. Ils ont dit soyeux, comme s'il venait de se faire un shampoing. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que s'il s'est lavé, c'est possiblement pour effacer les traces de sang. Dites-moi, monsieur Girard, vous vous êtes lavé les cheveux le matin où vous découvrez les cadavres? Ah non, non, je me les suis pas lavés depuis la veille. Et là, entrent en action les experts version 1941. Les gendarmes ordonnent à Henri Girard de se laver les cheveux. Et ils observent à quelle vitesse il regraisse. Résultat, il regresse en une demi-journée. Donc s'il avait les cheveux soyeux le matin, c'est qu'il venait de se les laver. Mis bout à bout, avec le reste, ça commence à faire beaucoup. Là-dessus ont lieu les obsèques. Les 3 cercueils dans l'église d'Escoir. Henri est au premier rang. Et tiens, sa femme est là. Sa femme dont il est en train de divorcer. Elle est venue de Paris en pleine occupation grâce à un laissez-passer de la police allemande. Le soir même, Henri Girard est présenté au juge d'instruction, qui lui signifie son inculpation pour les 3 meurtres et qui l'envoie derrière les barreaux de la prison de Périgueux. Je vous rappelle qu'on est en 1941 et que la France est donc coupée en deux. Le nord est occupé par les Allemands et le sud, où se trouve Périgueux, est en zone libre, administrée par le régime de Vichy. Ça complique bougrement l'enquête. Il y aurait des choses à vérifier à Paris. Par exemple, les 100 000 francs qu'Henri aurait extorqués à sa tante en lui disant qu'il avait été arrêté par la Gestapo. Eh bien, impossible de vérifier cette histoire en temps de guerre. Et pas facile non plus pour Henri, qui est en prison, de se trouver un avocat. Il commence par choisir Maître Charlet à Limoges, sauf que ce Charlet est arrêté par la Gestapo. Et du coup, il fait appel à un ami de son défunt père, Maître Maurice Garçon, l'un des meilleurs avocats de l'époque. Quand Maître Garçon se penche sur le dossier d'enquête, il n'y voit que des failles. Et il se dit, c'est jouable. Le procès d'Henri Girard débute le 27 mai 1943 devant la cour d'assises de Périgueux. Tout le monde s'attend à ce que Henri Girard soit condamné à mort.
Et d'ailleurs, avant le procès, le directeur de la prison demande à ce qu'on prépare la chambre des condamnés. Dès le premier jour, la cour se déplace à Escoir, au château, sur la scène de crime. Et c'est là que Maître Garçon se montre extrêmement brillant. Les voilà dans la chambre occupée par Henri le soir des meurtres. « Je vous fais remarquer, monsieur le président, que l'un des scellés de cette fenêtre est déchiré. Enfin, maître, c'est sans doute l'humidité. L'humidité, bien sûr, bien sûr. Ou quelqu'un qui est entré sur la scène de crime pour la modifier, plutôt. » Il ne laisse rien passer, aucune approximation de l'enquête. Il veut démontrer que c'est une enquête bâclée. À un moment donné du procès, par exemple, un médecin, expert psychiatre, vient à la barre. Et comme c'est un docteur, le président en profite. « Pourriez-vous nous dire, docteur, pourquoi l'accusé n'a pas de sang sur les mains ?» Et là, Garçon bondit. « Mais enfin, monsieur le président, monsieur est psychiatre, hein? Il n'a aucune compétence sur les taches de sang. » Et petit à petit, comme ça, grâce au travail de Maître Garçon qui ne lâche rien, le public de la cour d'assises commence à changer de camp. Il commence à penser qu'Henri Girard est innocent. Et lentement, le vent tourne. Un par un, les témoins commencent à prendre parti pour Henri. Tous, sauf le dernier. Comme dernier témoin, le président fait venir à la barre le surveillant chef de la prison de Périgueux. Maître Garçon bondit de sa chaise. « Enfin, c'est une indignité. Un homme risque sa tête, et comme dernier témoignage, vous apportez celui d'un gardien de prison qui ne sait rien d'autre que les racontards méprisables de ses condamnés. » La fin du procès approche. L'avocat de la partie civile, qui défend la maman de la bonne, se lève. « Messieurs de la cour, messieurs les jurés, je tiens à vous dire et même à vous crier que ma conviction la plus profonde, la plus certaine, est qu'Henri Girard est coupable des 3 crimes qui lui sont reprochés. Si je n'avais pas cette conviction, je ne prendrais pas la parole à cette heure. » Ensuite, l'avocat général Salingarde se lève. « Nous trouvons une preuve accablante dans la marque laissée dans la main de Girard par l'arme du crime, la serpe. Je crois, messieurs, que vous pouvez remplir votre mission en toute tranquillité d'esprit. Assuré que vous êtes de pouvoir étayer votre verdict sur une certitude absolue. » Et maintenant, c'est à Maître Garçon de jouer. Allez-vous, pour sauver votre cause qui est désespérée, essayer de dresser contre Henri Girard, parce qu'il appartient à la bourgeoisie, toute méchanceté qu'engendrent les rancunes sociales? J'ai confiance en vous, juré du Périgord. Il ne faut pas attacher votre nom à une erreur épouvantable qui resterait dans l'histoire. Et à la fin de sa plaidoirie, Garçon propose un autre coupable. Tolu, le gardien, à qui appartient la serpe. Il reprend toute l'enquête et il attribue chaque geste à Tolu. Qui connaissait la maison? Qui pouvait y entrer et s'y diriger sans hésiter? Tolu? Qui possède une meule et a pu aiguiser l'arme du crime? Tolu. Et ça fonctionne. La salle d'audience est complètement abasourdie. Monsieur Girard, levez-vous. Avez-vous quelque chose à déclarer à la cour avant que les jurés ne se retirent? Oui. Je suis innocent. Je me serais fait tuer pour sauver mon père. Le jury se retire et ça dure 10 minutes. C'est du jamais vu. D'habitude, il faut au moins 1 heure. Et là, en 10 minutes, c'est plié. La cour,
après en avoir délibéré, acquitte monsieur Henri Girard des faits pour lesquels il était poursuivi et ordonne qu'il soit libéré sur le champ. Girard, vous êtes libre. À ce moment-là, une femme qui était là depuis le début vient le trouver sur son banc. Elle lui tend une cigarette allumée et elle lui glisse sans la moindre discrétion: je serai à l'hôtel de France ce soir. Le soir même, Henri Girard retrouve sa vie de désœuvré et surtout il empoche l'héritage. À ce moment-là, on se dit, on n'entendra plus jamais parler de lui. Tu parles? Henri Girard va devenir une vedette. Quand il quitte la prison de Périgueux, où je vous rappelle on avait déjà préparé la salle des condamnés à mort, Henri Girard refuse de serrer la main du surveillant-chef. Il garde ostensiblement ses mains dans ses poches. Dehors il pleut, et sa femme Anne-Marie est là, qui l'attend, avec beaucoup de journalistes à qui il donne des interviews. Girard, sa femme et ses amis vont alors au restaurant. Sa femme est venue avec son chien, un cocker, et elle demande à ce qu'on apporte à la bête un beefsteak. À ce moment-là, Henri Girard explose. Je ne peux pas le supporter. Pendant 18 mois dans ma prison, j'ai vu chaque jour des hommes mourir de faim. Et là, il attrape le clébard et il le passe par la fenêtre. Charmant garçon, que c'est innocent. Et dès le lendemain de son acquittement, que fait Henri Girard? Il va porter plainte, figurez-vous. Il se constitue partie civile dans le meurtre de son père, de sa tante et de la bonne. Logique. Il a été acquitté, il devient victime. Alors que les gendarmes, bien entendu, restent absolument convaincus que c'est lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, il finit par retirer sa plainte et l'affaire des meurtres du château d'Escoir est classée. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. Car figurez-vous qu'Henri Girard, lavé du péché de parricide, va devenir quelques années plus tard, en 1950, un écrivain à succès, grâce à un livre qu'il publie sous le pseudonyme de Georges Arnaud. Georges, le prénom de son père. Le salaire de la peur. Ce livre devient un best-seller. Il est adapté 2 ans plus tard au cinéma par Henri Clouzot, avec Yves Montand dans le rôle d'Henri, lequel film décroche la Palme d'Or à Cannes et l'Ours d'Or à Berlin. Et devenu écrivain, Henri, alias Georges Arnaud, se lie d'amitié avec un autre écrivain, Gérard de Villiers, que vous connaissez sans doute. Il est l'auteur de la série SAS. Et un jour, ils parlent tous les deux. Et Villiers ose lui demander: dis donc, Henri, tu les as tués ou tu les as pas tués? Bah oui, je les ai tués. Et pourquoi la bonne? Oh, j'étais énervé, c'est tout. Vérité ou fanfaronnade? Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà pour cette extraordinaire histoire que j'ai en très grande partie tirée d'un livre magnifique de Guy Penaud qui s'appelle Le triple crime du château d'Escoir, édité aux éditions La Lose il y a quelques années. Et il est là, Guy Penaud au téléphone. Vous êtes Guy Penaud, un ancien commissaire de police devenu aujourd'hui écrivain et qui notamment avait raconté cette affaire en détail. Je voudrais d'abord vous dire merci. Vous savez pourquoi? Parce que ils sont très rares aujourd'hui les gens qui font ce travail de recenser dans le détail les affaires criminelles, et sans vous, moi je ne serais rien. C'est grâce à votre travail que j'ai pu raconter tout ça dans le détail. Merci. Je vous remercie. Alors, je suppose, commissaire, que vous vous êtes forgé votre propre conviction. Il les a tués ou il les a pas tués? Alors, naturellement, dans mon livre, je ne dis pas qu'il a tué pour une simple raison, c'est qu'il a été acquitté. Et je n'aurais pas voulu être poursuivi par la famille de Georges Arnaud, Henri Girard. Mais naturellement, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont relevés, que vous avez relevés d'ailleurs au cours de votre récit. Le fait d'abord que c'est lui qui a demandé à son père de venir à Escoir
alors que normalement son père était à Vichy, où il avait un poste important puisqu'il s'occupait des archives du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, c'est lui qui a emprunté la serpe. Ensuite, il y a d'autres éléments également qui sont... C'est un garçon, comme vous l'avez décrit, qui avait besoin d'argent, qui menait la grande vie à Paris et qui pouvait hériter de tous les biens de la famille parce que sa mère étant morte, il restait son père et sa tante qui étaient propriétaires en indivision du château et tous les biens en France, à Paris en particulier. Donc, mon conviction est que naturellement, Georges Arnaud, Henri Girard, c'était son nom de l'époque, beaucoup de soupçons sont à relever contre lui, même si aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, il a été acquitté par la cour d'assises de la Dordogne. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas raconté, qu'il faut raconter maintenant. Dans cette fameuse conversation qui a lieu, je crois, en Algérie quelques années plus tard, après la publication du livre, avec l'écrivain Gérard de Villiers, il lui explique que son avocat, Maître Garçon, lui a promis son acquittement en échange d'un service. Et ce service était de fermer les yeux sur une évasion, l'évasion de son voisin de cellule, en échange de son acquittement. Mais comment son avocat a-t-il pu lui promettre un acquittement ? Non, je crois que, à vrai dire, ce qui a surtout joué dans cette affaire-là, c'est les relations qui ont existé entre Maître Maurice Garçon et le président de la cour d'assises. C'est ce que je voulais dire. Hurlot. Ce nommé Hurlot était un magistrat un peu particulier. Il était magistrat à Paris et il a été mêlé à l'affaire Stavisky. Parce que dans le coffre de Stavisky, on retrouvait des courriers de ce magistrat, et ce magistrat, notamment, a été poursuivi, a été sanctionné disciplinairement. Il a été limogé, est-ce qu'il a été muté de Paris à Limoges. Et lorsque Georges Arnaud a saisi son avocat, Maurice Garçon, celui-ci connaît Hurlot, et les relations tous les deux se sont liées. Alors Hurlot, le président de la cour d'assises, désirant revenir à Paris et étant de nouveau nommé haut magistrat à Paris, et Maître Maurice Garçon demandant surtout l'acquittement de son client en Périgord. Et c'est d'ailleurs, vous l'avez cité d'ailleurs, le délibéré après le procès de la cour d'assises a duré 10 minutes à peine, alors qu'il y avait des quantités invraisemblables de questions à poser, puisqu'il y avait 3 morts, 3 personnes assassinées. Donc ce sont ces relations, et à vrai dire, j'ai retrouvé toute la correspondance échangée entre Maître Garçon et le magistrat Hurlot dans le dossier qui est déposé au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau, le dossier conservé par Maître Maurice Garçon. C'est ce qui a joué pour l'acquittement, à vrai dire, de Henri Girard. J'ai bien compris, monsieur Penaud, vous êtes en train de dire qu'il est possible que Maître Garçon ait corrompu le président de la cour d'assises pour obtenir l'acquittement qu'il avait promis. Oui, tout simplement parce que Maurice Garçon a dit au magistrat qui était à Limoges, président de la cour d'assises, je vais m'occuper de votre cas, je connais beaucoup de monde à Paris, je vais faire en sorte que votre cas soit reconsidéré et que vous puissiez retrouver votre place à Paris. Alors, monsieur Penaud, on est donc en pleine occupation. On peut être surpris quand même que, alors qu'on est en guerre, enfin c'est pas vraiment la guerre, mais on est occupé, on mène néanmoins une enquête qui dure 18 mois, qui conduit à un procès d'assises. La justice continue de faire son travail pendant cette période particulière. À vrai dire, tout a continué normalement. Le service judiciaire a continué, les gendarmes ont œuvré, les médecins légistes sont venus. Alors, vous avez raconté ça, c'est une scène absolument incroyable. Il y avait une grande table de cuisine dans le château, et sur cette table de cuisine ont eu les autopsies des 3 victimes. Donc, la procédure a continué. Ça a été assez délicat, comme vous l'avez signalé, parce que, naturellement, il fallait faire une enquête à Paris. Or, il y avait la ligne de démarcation qui faisait qu'il était très difficile pour obtenir des renseignements. Mais la justice a continué à fonctionner et toutes les affaires judiciaires qui ont été traitées pendant cette période-là ont été traitées normalement comme si l'occupant n'était pas là. Vu la masse de détails que vous donnez dans votre livre, vous avez forcément eu accès au dossier d'instruction. J'ai le sentiment qu'il est épais, assez épais pour l'époque finalement. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que le dossier d'instruction est déposé aux archives départementales de la Dordogne. Et j'ai demandé à le consulter, je voulais obtenir une dérogation qui m'a été refusée. J'ai fait un recours auprès du Premier ministre, refusé. Et j'ai appris ensuite que Maître Maurice Garçon, tous ces dossiers qu'il avait plaidés étaient déposés au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau. Donc j'ai fait une démarche
à Fontainebleau. La famille de Maître Maurice Garçon a donné l'autorisation. Et en ouvrant le dossier conservé par Maurice Garçon, j'ai découvert toute la procédure et tous les courriers échangés entre cet extraordinaire avocat, il faut le dire, et puis Henri Girard et les avocats locaux, mais toute la procédure également. Donc j'ai pu consulter tout le dossier, qui est assez extraordinaire, parce qu'il faut dire une chose. Lors de la plaidoirie de la partie civile, le public a applaudi. Alors la partie civile demandait la mort d'Henri Girard. Lorsque l'avocat général a fait son réquisitoire, la foule a applaudi. Donc tout le monde se disait, il va être condamné à mort. Mais lorsque Maître Maurice Garçon a parlé, cet avocat extraordinaire, la foule a applaudi lorsqu'il a demandé l'acquittement d'Henri Girard. Il a retourné tout le public qui était présent en quelques instants. Le peuple est versatile. Alors, il y a une séquence qui est extraordinaire, c'est le test de regraissage des cheveux. Ça se faisait, ce genre de truc, à l'époque ? Il faut dire, alors moi, oui, ça se faisait beaucoup de choses. D'ailleurs, les médecins légistes sont venus, ils ont examiné Henri Girard, voir un peu comment il était. Les cheveux également ont été faits. On a retrouvé un peu de limaille sous les ongles également d'Henri Girard, mais il n'y a pas les techniques d'aujourd'hui. Il est évident qu'aujourd'hui, l'affaire se serait déroulée tout à fait différemment et de façon tout à fait normal, je dirais, alors qu'à l'époque, nous étions en 1941, c'était une époque assez difficile, il n'y avait pas du tout, si vous voulez, d'identité judiciaire telle qu'on l'a aujourd'hui. Et le procès, alors, parce que vous retranscrivez dans votre livre, et pour moi, c'est pas béni, la totalité des plaidoiries. C'est l'avocat de la partie civile, l'avocat général, et ensuite la plaidoirie de Maître Garçon. Ce sont des reconstitutions de votre part, ou vous avez eu accès aux minutes du procès ? Ah non, ce sont les véritables plaidoiries des uns et des autres, ou des réquisitoires véritables. C'est pas j'ai rien inventé, tout ce qui est dans le livre correspond à la réalité. Alors, je dis à tout le monde, vous savez, on me dit est-ce que l'assassin, qui est l'assassin ? Et je dis à tout le monde, écoutez, je ne veux pas vous le dire, mais l'assassin est dans le livre, et tout ce qui est dans le livre, quand je dis quelque chose, ressort de la procédure et des documents que j'ai retrouvés. Je suis comme vous, Guy Penaud, moi je suis légitimiste comme vous, et donc on ne dit pas ici qu'Henri Girard est l'assassin des 3 personnes, mais l'assassin en tout cas était un psychopathe, parce qu'il faut revenir aux faits eux-mêmes. Tuer ces gens-là à coups de serpe comme il l'a fait, c'est d'une violence incroyable. Mais oui, parce qu'ils ont voulu certainement se défendre, je suppose. Il y a peut-être eu une explication le soir au moment du repas entre Girard, Henri Girard le fils, et le père, la tante et la bonne, une explication qui a mal tourné, et malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça, franchement, on n'est pas présent, il n'y a aucun témoin, et donc on suppose peut-être quelque chose s'est-il passé. Parce que d'autres hypothèses ont été avancées. On a dit, comme le père Girard travaillait pour Vichy, c'est peut-être des résistants qui étaient venus, mais c'est vraiment au dernier moment que le père Girard est venu de Vichy, donc personne ne savait qui était là. La seule personne qui savait que les 3 personnes qui ont été assassinées étaient présentes ce soir-là, c'était le fils Girard. C'est lui qui a demandé expressément à son père de venir dans le château. Encore merci, Guy Penaud, pour ce travail formidable de recensement sur cette affaire unique. Le livre s'appelle « Le triple crime du château d'Escoir » aux éditions L'Alloz. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.